Bien, bonjour à toutes et à tous. Finalement, on n'est pas si en retard que ça. Charles a raté d'embouteiller tout Paris, parce que finalement, on est là. Donc, je suis très heureux de vous retrouver après les vacances pour continuer ce cycle des conférences des ambassadeurs africains de Paris, qui est un cycle de rencontres avec l'Afrique au travers de ces éminents représentants que sont les ambassadeurs et au contact de la société civile française, c'est-à-dire les opérateurs économiques que vous êtes, pour la plupart d'entre vous. Il y a quelques associatifs, mais pour la plupart, vous êtes des décideurs, des opérateurs économiques. Donc le thème aujourd'hui, c'est la diaspora, les jeunes de la diaspora. Quelles sont pour eux les opportunités s'ils veulent aller en Afrique, créer une entreprise, créer des emplois ou juste se faire embaucher. Alors évidemment, on dit l'Afrique, mais on ne va pas traiter toute l'Afrique aujourd'hui, c'est sûr. En revanche, nous avons les représentants, les éminences de deux pays importants pour nous, c'est-à-dire le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Leurs Excellences Maurice Bandama, qui est ici, et son Excellence Eladji Magatse, qui est là. Et je voudrais saisir l'occasion d'adresser un remerciement public à son Excellence Maurice Bandama, car si cela existe, c'est aussi grâce à lui, puisqu'il a été le premier en février 2022 à accepter de venir dans une conférence alors qu'on ne se connaissait quasiment pas. Voilà, donc merci Monsieur l'Ambassadeur. Il y a d'autres éminences dans la salle. Bien, la première d'entre elles, c'est évidemment le doyen des ambassadeurs, qui était précédemment déjà doyen des ambassadeurs arabes, et maintenant il est doyen tout court, donc aussi des ambassadeurs arabes. C'est l'ambassadeur de Djibouti, son Excellence Ayed Yahya. Il y a également son Excellence Vijayan Valedon, ambassadeur de Maurice, et président du groupe des ambassadeurs francophones, ce qui n'est pas rien non plus. Il y a également son Excellence Ahamadi Hamada, qui est ambassadeur de l'Union des Comores, laquelle l'Union des Comores est actuellement assure la présidence de l'Union africaine. Donc c'est un peu l'Union africaine qu'on accueille en même temps. Et puis, Madame Sohad Souleymani, est-ce qu'elle est là? Je ne la connais pas, donc elle est annoncée. C'est un ministre plénipotentiaire de l'ambassade du Maroc. Et j'espère qu'elle va arriver parce que, vu que les relations France-Maroc en ce moment ne sont pas au meilleur de leur forme chaque jour, donc on sera ravis de l'accueillir. Voilà. Je vais rapidement vous parler, comme on est déjà en retard quand même, les panélistes. Donc, ce sont les deux ambassadeurs, plus... Qu'est-ce qu'il y a de nous? Ah oui, Madagascar, pardon. Pardon, monsieur l'ambassadeur. Olivier Rija Rajenson, que nous accueillons pour la première fois. Et puis notre ami Fahd El Rawa Ali, ambassadeur d'Arabie Saoudite, avec lequel nous avons fait la conférence de juillet sur la relation entre l'Arabie Saoudite et l'Afrique. Je veux dire aussi un mot de remerciements. J'ai d'abord parlé du panel. Le reste du panel, c'est les experts. C'est Madame Kadia Silla Moisson, qui est directrice Afrique chez Grant Alexander, qui est donc une experte des RH, du recrutement et de l'Afrique. Et ensuite, Zineb Hatem, qui est la présidente de Maroc Entrepreneur, donc le Maroc est quand même déjà un peu représenté. Et à son côté, Monsieur Denis Deschamps, délégué général de la CPC-CAF. Donc, les ambassadeurs vont parler les premiers et ils vont nous parler du dispositif qui a été mis en place particulièrement ces dernières années, puisque beaucoup de pays africains, ces dernières années, ont pris conscience de l'importance des diasporas, pas seulement comme pourvoyeurs de transferts d'argent. Je crois que de la France vers l'Afrique, c'est 8 milliards, rien que de la France vers l'Afrique, d'euros. Mais aussi comme agents économiques et il les incite aussi à revenir au pays pour créer de la richesse en créant des entreprises. Ensuite, Kadia Silla Moisson nous parlera des tendances du marché, puisque c'est son expertise, et aussi de ce qu'elle fait avec son association des amis de la diaspora.
Zina Batim, le contexte marocain. Les Marocains ont été parmi les premiers à s'intéresser à ce qu'ils appelaient les MRE, les Marocains résidant à l'étranger, qu'ils appellent maintenant les Marocains du monde, et donc à attirer les jeunes de la diaspora. D'ailleurs, le Maroc Entrepreneur, je crois, existe depuis déjà 25 ans, donc c'est une institution, si on veut. Et puis Denis Deschamps, qui nous parlera de la CPCCAF, la conférence permanente des chambres consulaires francophones, africaines et francophones, avec tous les dispositifs de formation et de réseautage mis en place, en particulier à l'adresse des jeunes entrepreneurs. Voilà. Messieurs les ambassadeurs, Maurice Bondama et Magatsay, si vous voulez vous installer là, ou alors chacun peut venir à tour de rôle parler au pupitre. Alors, le premier qui parle, c'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. En prie. Merci. Merci Alfred. Alors, quand je l'ai dit, j'ai fait attendre mon doyen, mon frère, mon homologue à l'ambassade de Djibouti, qui est le doyen aujourd'hui des ambassadeurs africains en France, et mon président du GAF, du groupe des ambassadeurs francophones. Ce sont mes chefs. Je ne vais pas les faire attendre, mais je reçois demain le président de l'Assemblée nationale et le vice-président de la Côte d'Ivoire. Ils arrivent demain. Vous savez, quand c'est comme ça, une pression, les questions logistiques, les questions de sécurité, c'est ce qui m'a un peu retardé. Donc, toutes mes excuses. Je veux remercier mon ami Alfred Mio, qui me donne l'occasion de prendre la parole aujourd'hui encore, à l'occasion de cette conférence des ambassadeurs africains en France. Je salue tous mes homologues ici présents et nos invités dans cette prestigieuse salle de conférence de l'Académie des sciences d'outre-mer pour parler d'un thème emploi et entrepreneuriat en Afrique, quelle opportunité pour les jeunes diplômés de la diaspora. Je voudrais dire que le thème de la diaspora nécessite que nous puissions faire quelques clarifications, quelques éléments de définition et des données historiques. Il faut que nous fassions la différence entre, pour nous, Ivoiriens diaspora et Ivoiriens de l'extérieur. Parce que le thème de diaspora, qui à l'origine signifie dispersion, renvoie à une population issue d'un pays ou d'un continent qui a pu se reconstituer et s'établir sur un autre continent ou dans un autre pays. Sur, en général, plusieurs générations, plusieurs siècles. On parle par exemple de la diaspora africaine en Amérique ou dans les Antilles, de diaspora juive en Europe ou en Amérique. Ce sont des diasporas qui sont constituées sur plusieurs siècles pour la plupart. Si on va étendre ce terme à certains pays comme la Côte d'Ivoire, on peut dire que cette diaspora est récente. Les Ivoiriens sont un peuple sédentaire. Et l'immigration vers l'Europe ou d'autres pays africains date de façon récente. D'abord en tout petit nombre, et surtout en plus grand nombre depuis les années 2000, avec les crises que la Côte d'Ivoire a connues. Donc on peut dire que les diasporas, si on doit parler de diaspora ivoirienne, est de naissance récente. Et nous préférons dire et parler d'Ivoiriens de l'extérieur. Parce que ce n'est pas des Ivoiriens qui se sont constitués sur d'autres territoires ou pays sur des générations, à la différence d'autres peuples. Mais si nous prenons l'exemple de certains pays proches de l'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, le Mali, les Ivoiriens sont venus de façon tout à fait récente en France et on comprend pourquoi leur contribution par rapport au Mali, aux diasporas maliennes et sénégalaises est très faible. On sait très bien que
la diaspora malienne, et de là nous avons à apprendre de nos amis du Sénégal et du Mali, ont une grande expérience sur la question de mobilisation des ressources de la diaspora. Les Ivoiriens à l'extérieur font une population d'1,250,000, dont le tiers en France. Et cette diaspora constitue 5% de la population ivoirienne, qui est estimée à environ 28 millions. Et nous disons que nous avons 32 régions en Côte d'Ivoire, et la 33e région, c'est les Ivoiriens de l'extérieur, la diaspora ivoirienne. Sa contribution au PIB est d'à peine 1,2%, au contraire de ceux du Mali et du Sénégal. Et je sais que le chef d'État, quand il est question de la gestion de diaspora, il demande aux ministres et aux directeurs généraux, allez au Mali, allez au Sénégal, vous renseigner et vous inspirer de l'expérience de ces pays frères. On apprend chez ceux qui ont une grande expérience. Et donc nous allons apprendre beaucoup plus de notre homologue du Sénégal. Donc Alfred nous demande de parler de l'entrepreneuriat ou l'employabilité des diplômés de la diaspora. J'ai bien dit que la diaspora ivoirienne est de date récente, mais on parlerait d'Ivoiriens diplômés à l'extérieur. Voyez-vous, c'est différent des diplômés de la diaspora. Pour parler des Ivoiriens diplômés à l'extérieur, il faut dire que depuis 1945, la Côte d'Ivoire a envoyé une partie de ses étudiants encore en France. Sur l'initiative du président Faure-Boigny, alors qu'il n'était pas encore chef de l'État, il était député. Il a, avec son parti, le RDA, fait venir une cinquantaine de jeunes en formation ici en France. Il a dit, nous serons indépendants bientôt, il faut que nous ayons une élite bien formée, afin qu'elle puisse prendre la relève de l'administration coloniale. Et de cette expérience, la Côte d'Ivoire indépendante a toujours mis l'accent sur la formation d'une élite de qualité, en envoyant certains de ses étudiants se former à l'extérieur et principalement en France. Et ces jeunes étudiants qui étaient formés en France ont vocation à rentrer dans leur pays. C'est ce qui a été fait de façon régulière, de façon constante, jusque dans ces années récentes. Depuis donc la crise de 2000, des étudiants ivoiriens qui viennent en France, soit envoyés par l'État boursier ou par leurs propres parents, très peu retournent dans leur pays. De plus en plus, des opportunités s'offrent à eux, et donc ils trouvent des emplois ici en France, et on assiste aujourd'hui à un accroissement de la population apprenante ivoirienne à l'extérieur, diplômée, qui cherchent à s'installer, à s'implanter dans leur pays d'accueil, en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Mais parmi eux, certains aussi décident, après avoir eu une expérience certaine en Europe, ils décident de rentrer dans leur pays. Dans ces conditions, quelles sont les opportunités qui sont créées pour les accueillir? Évidemment, l'État de Côte d'Ivoire est conscient de ce que une diaspora de plus en plus forte se constitue à l'extérieur, a décidé de prendre des dispositions. Des dispositions au niveau institutionnel d'abord. Au niveau institutionnel, le ministère des Affaires étrangères a dû s'adapter aux nouvelles réalités, en devenant ministère des Affaires étrangères, en passant du ministère des Affaires étrangères au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Et puis, dans les dernières réformes, ce ministère est devenu ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Donc, la diaspora est devenue un axe de l'action gouvernementale avec un programme d'accueil, d'intégration, de réinsertion et donc de gestion efficace et efficiente de cette population de plus en plus qualifiée et qui également exprime le désir de revenir dans son pays, surtout depuis que la stabilité et la croissance
ont pris rendez-vous avec la Côte d'Ivoire. Donc, au niveau institutionnel, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora a créé une direction générale de diaspora. Donc, nous avons maintenant, au sein du ministère des Affaires étrangères, une direction générale chargée de la diaspora. Cette direction générale a 3 grandes directions centrales. Et la première, c'est la direction de l'accueil, de l'orientation et du suivi des actions de réinsertion. La deuxième direction, c'est la direction de la mobilisation des compétences et des ressources de la diaspora. Et la troisième direction centrale, la direction des actions sociales. Ces 3 directions travaillent sous l'autorité de la ministre d'État et du ministre délégué chargé de l'intégration africaine des diasporas à l'effet de donner des réponses efficaces aux populations de la diaspora, aux diplômés. Donc des actions sont menées, quelques actions importantes ont été faites. Il s'agit du forum de la diaspora ivoirienne. Ce forum s'est tenu 3 fois déjà, et au cours de ce forum, les Ivoiriens de la diaspora qui ont des prétentions d'investissement dans la mobilisation des ressources et de l'investissement direct étranger ont pris des dispositions dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement pour investir dans des secteurs porteurs comme l'agroforesterie, l'habitat, le transport, l'énergie et bien d'autres choses. Et très souvent, ces projets d'investissement ont eu du mal à trouver vraiment des réponses concrètes. Et c'est pour cela que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de créer des instruments d'appui. Ces instruments d'appui pour mobiliser des ressources, c'est le fonds de la diaspora. Ce fonds de la diaspora qui n'est pas encore totalement opérationnel, puisqu'il est en cours avec certains pays de la sous-région, afin que ce soit un fonds intégré de la sous-région. Donc, le ministère également travaille à recenser toutes les compétences des diasporas. En France, ici, nous avons reçu plusieurs missions qui consistent à faire un répertoire de toutes nos compétences ivoiriennes qui pourraient être intéressées par un retour au pays. Des appels d'offres ont été souvent dirigés à l'endroit de la diaspora et nous avons une jeune ivoirienne qui n'est pas là et je l'ai invitée à cette rencontre qui a créé une structure qui s'appelle Potence Africa. Potence Africa est une structure de recrutement de compétences et qui cherche à aller travailler en Côte d'Ivoire. Et elle me dit qu'environ une centaine de hauts cadres ivoiriens trouvent des opportunités d'emploi à travers cette structure et ils sont constamment dirigés vers des entreprises ivoiriennes. Alors, je ne serai pas trop long parce que nous sommes nombreux, mais au niveau national, nous avons un ministère, le ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'emploi jeune. Ce ministère-là, également, a un guichet à l'endroit des jeunes diplômés de la diaspora. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, sous notre, disons, action, a décidé d'ouvrir le concours de la fonction publique au développement de la diaspora. Donc, aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens de la diaspora pourront postuler au concours de la magistrature, de la police, des professeurs, alors que jusque-là, il n'y avait que les Ivoiriens résidant en Côte d'Ivoire qui pouvaient postuler à ce concours. Aujourd'hui, nous avons pu obtenir que ce concours soit ouvert aux jeunes diplômés de la diaspora. Donc, pour le résumer, l'État de Côte d'Ivoire a pris des dispositions pour accueillir ces diplômés de la diaspora, mais également quand ces Ivoiriens sont en détresse, et c'est souvent le cas aujourd'hui dans les pays en crise, la direction de l'action sociale travaille à leur porter assistance et dans le cas
de cas échéant, allait faire revenir en Côte d'Ivoire en affectant des avions et donc en apportant une assistance sociale de là où ils sont. Voilà ce que je peux dire et nous disons que la Côte d'Ivoire a une politique récente sur la question de la diaspora et nous avons beaucoup à apprendre de nos amis du Sénégal et c'est pour ça que le chef de l'État nous demande allez vers le Sénégal, le Mali, ils en savent plus et on apprend toujours auprès de ceux qui savent plus. Merci beaucoup. Bon, nous avons déjà appris beaucoup de choses, donc on va compléter avec le Sénégal. Monsieur l'ambassadeur, si vous voulez parler là ou là, comme vous voulez. C'est parfait ici. Parfait. Alfred, merci beaucoup. Cher aîné, monsieur l'ambassadeur Maurice, merci pour cette belle introduction. Et ça dénote aussi de la tradition de coopération et de travail que nous avons ensemble entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer mon doyen, le doyen des ambassadeurs africains, le président du GAF, mon cher ami, président de l'Union africaine, mon cher ami, l'ambassadeur de Madagascar, mais aussi notre ami et frère, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, qui nous fait l'amitié d'être ici. Denis, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être venus assister à cette conférence ou à ces échanges, plus précisément. Monsieur l'ambassadeur, vous avez raison. Nous avons pratiquement les mêmes expériences. C'est vrai, le Sénégal, nous sommes de grands voyageurs et depuis très longtemps. Parlant d'emploi des jeunes diplômés de la diaspora, peut-être nous, le premier jeune diplômé que nous avons eu à employer au Sénégal, c'est le président Senghor. Voilà. Et depuis lors, ce même processus se poursuit. Mais je dis que cette rencontre, elle est importante, surtout dans ce contexte. Dans le contexte où nous vivons justement, je ne dirais pas crise, mais un problème lié à l'immigration clandestine. Où actuellement en Italie, il y a peut-être plus de 10 000 jeunes venus d'Afrique et qui posent un certain problème d'accueil en Europe, soit en Italie ou en France. Un phénomène qui d'ailleurs se poursuit depuis quelques années. Et pendant plusieurs décennies, en Afrique, pour ne pas dire au Sénégal spécifiquement, on a parlé du problème de la fuite des cerveaux. Beaucoup de jeunes africains qui ont quitté le continent, qui ont été formés. Pour le Sénégal, par exemple, c'est les meilleurs étudiants, les meilleurs élèves qui sont envoyés à l'étranger, notamment ici en France, boursiers, qui restent pendant 5 ans, qui bénéficient de la bourse sénégalaise et à l'issue, au terme des études, qui restent en France. Et pendant plusieurs années, plusieurs décennies. En Afrique, globalement, partout dans nos pays, nous avons cherché à trouver des solutions à ce phénomène. Il est heureux, depuis au moins 3 ans, voire 4 ou 5, nous notons quand même un retour des cerveaux. Partout en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, partout ailleurs. Et donc, à l'inverse de ce processus qu'on voit, où des jeunes s'embarquent dans des pirogues de fortune, au péril de leur vie, il y a d'autres jeunes formés, avec une expérience, avec un savoir-faire, et qui décident d'aller en Afrique pour construire leur pays, bâtir leur pays. Parce qu'ils savent, ils ont conscience qu'on ne peut bâtir son pays qu'au prix de l'effort, qu'au prix du sacrifice. Ce qu'ils sont venus chercher ici en Europe, c'est des Européens, mais des hommes et des femmes comme eux, qui ont eu la même formation, peut-être les mêmes expériences, qui ont bâti ces pays. Pris par cette prise de conscience, cet état d'esprit, ils se disent, nous devons et nous pouvons faire la même chose. Et je pense que ces Africains méritent d'être mis en avant, méritent d'être accompagnés, méritent d'être soutenus. C'est pourquoi, au Sénégal, vous avez raison, nous avons depuis plusieurs décennies déjà un ministère qui s'occupe spécifiquement des Sénégalais de l'étranger. Nous avons mis en place beaucoup de structures. Oui, c'est vrai, il faut les accompagner, l'accompagnement institutionnel, administratif, il est important. Mais au-delà de cela, le Sénégal a pensé
qu'il fallait mettre en place des instruments spécifiques pour ne pas parler de discrimination positive ou négative, ça dépendra des qualificatifs qu'on pourrait prendre, mais pour les aider, pour les encourager. C'est généralement des jeunes bien formés, c'est généralement des jeunes qui ont acquis une certaine expérience, une certaine expertise. C'est des jeunes qui ont été confrontés à un milieu qui leur permet d'acquérir des compétences et des connaissances qu'ils peuvent mettre au service de leur pays. Dans le domaine des fintech au Sénégal, il y a des jeunes Sénégalais qui ont instauré plusieurs entreprises. Aujourd'hui, des cartes bancaires sont fabriquées au Sénégal. Nous avons au Sénégal récemment un data center. Celui qui pilote le data center était ici en France, il travaillait. Mais ils savent, ils ont conscience que ce ne sera peut-être pas le même niveau de salaire, mais c'est au prix de ces sacrifices et de ces efforts-là qu'on peut faire avancer le pays. Qu'est-ce que nous avons mis en place? C'est de dire, oui, en plus de cet accompagnement institutionnel, je ne reviendrai pas sur ce que l'ambassadeur Maurice a évoqué. Au niveau des ministères, nous avons quasiment les mêmes schémas institutionnels dans pratiquement tous les pays francophones. Ça aussi. Mais c'est de dire qu'est-ce qu'on peut mettre de manière spécifique pour aider, pour booster. Il y a l'accompagnement financier, mais il y a aussi l'accompagnement non financier. C'est de dire quelqu'un qui vient, qui a une idée d'entreprise, comment on peut l'accompagner? C'est de d'abord dire il faut l'aider à structurer, à avoir un bon business plan, à investir le marché, à faire des recherches de clientèle potentielle. Et il y a une agence au Sénégal, l'ADPME, l'Agence des petites et moyennes entreprises, qui a créé un guichet spécifique diaspora. Oui, il faut créer le canal, il faut aussi créer un couloir particulier pour pouvoir aider ces gens-là. L'ADPME, dès votre venue au Sénégal, vous permet de structurer votre business plan et vous accompagne dans la structuration de votre business. Nous avons un bureau de mise à niveau. Quelqu'un peut avoir une entreprise ici en France, développer un petit business et se dire, moi j'ai envie d'aller en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, pour y développer le même business. Mais les réalités étant différentes, il faut forcément, quand vous venez, qu'on vous accompagne pour mettre en niveau ce que vous avez envie de faire dans votre pays spécifique au regard du contexte économique, du contexte social, etc. Et il y a aussi un bureau de mise à niveau qui est créé au Sénégal avec un guichet particulier pour accompagner justement ces initiatives de la diaspora. Nous avons voulu, au niveau de nos missions diplomatiques, consulaires, à travers le ministère des Affaires étrangères aussi, structurer un peu tout cela. Alors, nous avons créé, ça marche déjà un peu pour nous, je pense que nous pourrons échanger aussi sur cette question pour voir comment travailler ensemble, un réseau des compétences sénégalaises à l'étranger. Et c'est extraordinaire. Moi-même, j'ai été surpris de voir comme le nombre d'ingénieurs que nous avons ici en France. Je ne parle même pas des autres pays, mais ici en France. Le nombre de juristes dans les grands cabinets que nous avons. Et qui vous disent, j'ai envie d'aider mon pays. J'ai envie de travailler pour mon pays. J'ai envie de faire quelque chose. Ce qui me manque, c'est le canal. Donc, au niveau des différentes missions diplomatiques et consulaires, nous avons structuré cela et avec un répondant au Sénégal, l'agence de promotion des investissements et des grands travaux, qui est le portail d'entrée pour tout ce qui est investissement au Sénégal, nous avons travaillé à ce que l'agence aussi ait un guichet diaspora pour que tous ceux qui veulent investir et qui sont de la diaspora ou tous ceux qui veulent entreprendre puissent être drivés vers ce guichet-là. Et ça, c'est pour aider à structurer les choses. Bon, mais quelqu'un peut dire, oui, j'ai une idée de business, ou bien j'ai même un business, je veux investir, mais je n'ai pas de garantie au niveau local. Comment je fais? Alors, au Sénégal, nous avons créé aussi ce qu'on appelle la délégation à l'entrepreneuriat rapide, avec un fonds assez important. Et pour ce qui est de la diaspora, bon, c'est encore assez timide, c'est 3 millions d'euros que nous avons mis pour dire tous ceux qui viennent, qui ont des projets, on va les accompagner pour au moins un fonds d'amorçage. Bon, si le fonds d'amorçage vous permet de lancer votre business, il y a derrière un fonds de garantie, le fonds GIP, qui a aussi un guichet diaspora qui permet, avec sa garantie, de vous permettre de lever davantage d'argent au niveau des structures bancaires au Sénégal. Mais
tout cela en le faisant, il nous faut aussi, comme je l'ai dit tantôt, au niveau politique, qu'il y ait une volonté qui s'exprime de manière très forte et très forte. C'est pourquoi, au Sénégal, nous avons aussi, sous l'impulsion du président Macky Sall, mais peut-être même avant lui, d'autres, les présidents qui l'ont précédé le pensaient, permis à la diaspora sénégalaise d'élire des députés. Parce qu'il est important, quand on fait quelque chose, qu'il y ait des représentants pour défendre cela, qu'il y ait des représentants au niveau des instances parlementaires pour en parler, pour pousser les exécutifs à aller de l'avant. Aujourd'hui, la diaspora sénégalaise a 15 députés au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal. Bon, moi je dis souvent, je peux couper les micros, c'est disproportionné. Pour quand même un fichier électoral de 7 millions, la diaspora sénégalaise représente dans le fichier à peu près 100 000. Pour 100 000, quand même 15 députés. Mais je pense que ça exprime aussi la volonté que nous avons d'accompagner ce mouvement que nous voyons. C'est-à-dire le retour des compétences, le retour des expertises. Et je dis souvent, parce que je tiens souvent des réunions avec le réseau des compétences sénégalaises, je leur dis, il n'est pas forcément nécessaire de tout abandonner pour venir vous installer. Vous avez peut-être votre femme ici, vous avez vos enfants, vous n'avez pas besoin de tout abandonner pour venir. Mais vous avez quand même une expérience, vous avez une expertise et vous pouvez contribuer. Contribuer par votre savoir-faire, contribuer à améliorer des fois les méthodes de travail, contribuer des fois à apporter ne serait-ce que l'expérience que vous avez acquise par ailleurs pour permettre de bâtir aussi notre pays. Nous avons aussi, pour peut-être les gens qui sont moins diplômés, un fonds au Sénégal. Parce que c'est vrai, il faut aider tous ceux qui sont diplômés, il faut aider ceux qui, étudiants, ont eu des projets scolaires, qui ont terminé leurs études, qui ont peut-être travaillé dans des structures ici, que je connais, dans beaucoup de structures, je ne vais pas les citer, je rencontre beaucoup d'ingénieurs sénégalais, mais il y a d'autres personnes qui sont venues, qui n'ont pas forcément ce cursus scolaire, et qui aussi ont envie d'entreprendre. Des femmes qui ont peut-être un petit salon de coiffure, un petit salon de beauté, etc. Et pour cette catégorie-là aussi, le Sénégal a prévu un fonds qui s'appelle le Fonds d'appui aux initiatives des Sénégalais de l'extérieur. Un fonds aussi qui est doté de 4 millions d'euros pour permettre à ceux qui ont des projets d'aller au Sénégal, de trouver le financement adéquat pour pouvoir investir chez eux. Nous travaillons aussi avec des structures françaises. Avec par exemple l'initiative qui était là, CPA. Bon, maintenant je me demande ce que l'initiative, est-ce que l'initiative n'a pas fait long feu, je ne sais pas. Bon, je ne commente pas, mais... il y a toujours MIT-Afrique. Bon, il y a MIT-Afrique qui existe, mais il y a même eu CPA qui était pour moi une bonne initiative. Ça veut dire qu'il faut créer des liens, il faut créer des ponts. Nous n'avons pas forcément besoin, comme c'est le cas pour la question de l'immigration, de se regarder en chaîne faïence. La diaspora, nous l'avons en commun. C'est un bien commun. Les Sénégalais qui sont établis en France, qui ne sont pas Sénégalais ou Français, mais qui sont Sénégalais et Français, nous les avons en commun. Donc nous avons besoin de bâtir ces ponts, nous avons besoin de trouver des initiatives communes, nous avons besoin de les accompagner. De les accompagner pour réussir ce qu'ils entreprennent ici, mais de les accompagner pour qu'ils puissent réussir aussi ce qu'ils entreprennent dans leur pays d'origine. Et c'est par ce biais qu'on permettra peut-être aussi de fixer les jeunes qui seraient tentés par l'aventure de l'immigration. Je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci, monsieur l'ambassadeur. Moi, je retiens une belle expression en tant que journaliste. Les diasporas sont un bien commun. Ouais, ça, c'est un beau titre qu'on est prêt à partager. Et d'ailleurs, Denis Deschamps, qui rigole derrière, va nous l'expliquer aussi, puisqu'il propose un projet de mobilité, enfin, y compris jusqu'au Québec, pas au Canada, j'ai dit au Québec. Je vais appeler les panélistes experts, donc Madame Kadia Silamoisson, Madame Zineb Hatem et Monsieur Denis Deschamps. Alors, est-ce que vous voulez vous installer là? Ça change un peu. Mais vous pouvez aussi venir parler après.
Alors, je voudrais saisir l'occasion pour dire quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure. Parce que je vois le Cacagnano Orange Monnaie, c'est notre sponsor du jour. Donc, grâce à Kadia Moisson, donc je ne sais pas si son représentant est là, en tout cas, je tiens à le remercier parce que, merci beaucoup, parce que nous en sommes quand même à la 10e et on a besoin de sponsors, quoi. Et d'autre part, je voudrais aussi remercier chaleureusement son Excellence l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, mon ami Fahad Al-Rouhaïli, qui m'a annoncé tout à l'heure, quand il était dans la voiture, qu'il allait souscrire à un abonnement de soutien à nos conférences. Donc, moi, dans ma grandeur d'esprit, on peut l'applaudir. Il contribue à consolider l'avenir de cette expérience que nous aimons dire perpétuelle. Parce qu'ici, à l'Académie, il est souffrant, donc il n'est pas là, mais Pierre Génie est le secrétaire perpétuel. C'est un mot que j'ai adopté. Et on souhaite que le cycle des conférences avec les ambassadeurs africains de Paris soit perpétuel, au-delà de nos modestes personnes, quoi qu'il leur arrive demain. Donc, voilà. Et j'en suis très heureux. Merci, monsieur l'ambassadeur. Kadia va parler la première, ensuite Zineb et ensuite Denis. Alors, on avait dit qu'il y avait 2 tours de table, mais en fait, vous avez 10-15 minutes chacun, parce que leurs excellences vont reparler en conclusion, mais sinon c'est trop compliqué, là, il faut bouger tout le temps. Donc, je vous invite, Kadia, à parler aussi après de l'association, et Zineb de Tremplin Maroc, et Denis est un expert de la conférence qui se débrouille très bien sans conseil. Donc Kadia, à vous la parole. Merci beaucoup Alfred, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ah oui, c'est là? C'est bon? Vous m'entendez? Merci infiniment Alfred de cette invitation. Ah, et là? C'est bon? Alors, voilà. Et là? C'est bon? C'est bon là? Voilà. Donc je recommence. Merci donc à Alfred de l'invitation et surtout de cette initiative importante pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui au premier rang un beau panel d'excellence, des ambassadeurs africains, une institution auquel nous tenons beaucoup, nous, personnes de la diaspora. Merci aussi aux excellences du Sénégal et de la Côte d'Ivoire de votre exposé. C'est très difficile de passer après l'ambassadeur du Sénégal parce que c'était très pertinent tout ce que vous avez dit et vous avez donné pas beaucoup d'enseignements. Donc merci. Donc moi je suis Kadia Silla Moisson, je suis guinéenne d'origine, donc française. Je vis en France depuis 35 ans, donc je fais partie de cette diaspora africaine. Je ne vais pas revenir sur les définitions de la diaspora rappelées tout à l'heure par les excellences. C'est vrai que le terme de diaspora, c'est un terme général qui désigne pas mal de nationalités hors africaines. Mais si on doit parler, et donc cette diaspora représente aujourd'hui 20% de la population en France, et la diaspora africaine de France, elle est pour la plupart située en France du fait de notre histoire commune, puisque la moitié se trouve sur le territoire de la République. Cette diaspora, donc, elle est nombreuse, elle est importante à 3 niveaux, je dirais. Elle a d'abord une importance, on va dire, économique en France, puisqu'elle participe à l'économie du pays. C'est des personnes qui se sont installées, qui font leur vie, qui payent des impôts en France, donc il y a un poids important. Elle est aussi importante pour un second titre, c'est son importance par rapport à l'Afrique, puisque nous savons tous, je crois que c'est Alfred qui l'a rappelé tout à l'heure, cette diaspora, elle, au niveau des transferts, notamment Orange, envoie chaque année, pour la France spécifiquement, 8 milliards d'euros. Dans le monde, il me semble que ça doit être autour de 40 milliards. Donc c'était bien sûr un chiffre
très importante, et elle est aussi importante pour un troisième titre que monsieur l'ambassadeur, son excellence de la République du Sénégal a rappelé, c'est ce lien fort qu'il y a entre la France et ses anciennes colonies, entre les deux rives de la Méditerranée. Ce lien, il est fort, ce qui montre que cette diaspora, elle peut être un lien, un pont entre ces deux continents. Elle est forte aussi, on va dire, parce que quand l'Afrique pleure, nos cœurs saignent en Europe. Quand il y a des crises, nous sommes tendus à nos téléphones, nous sommes stressés, et c'est vrai qu'il y a un attachement très très fort à nos terres d'origine, et c'est très important. Cela me donne l'occasion pour vous présenter au Maroc toutes mes condoléances. C'est des pays que nous connaissons tous, pour avoir été en vacances ou pour des raisons professionnelles. Donc toutes mes condoléances au peuple marocain. Je saisis cette occasion pour le faire. Donc au niveau, donc cette diaspora, donc pour rentrer dans le thème du sujet, cette diaspora veut rentrer. En fait, tout le monde veut rentrer aujourd'hui en Afrique parce qu'elle constate tout d'abord cette croissance formidable qu'il y a aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Afrique, beaucoup de pays d'où nous sommes originaires, où nous avons laissé nos parents, nos grands-parents, mais que nous fréquentons, que nous pratiquons les vacances ou à titre professionnel. Donc elle veut rentrer parce qu'il y a une croissance et que avant le Covid, on avait pour certains pays des croissances à 2 chiffres. Et surtout, elle voit que des pays qui ne sont pas africains, d'autres pays vont pour investir, pour développer des business, etc. Elle se dit, mais pourquoi pas nous? Et donc maintenant, elle a une vraie volonté d'aller au-delà du simple transfert d'argent, de vraiment investir. Sur les 8 milliards de transferts de la France, 15% sont consacrés à l'investissement, notamment l'investissement immobilier en Afrique. Et cette diaspora, elle se rend compte aussi qu'il y a un changement de paradigme dans ses relations avec les institutions publiques. Les deux excellences l'ont rappelé tout à l'heure. Beaucoup d'entre nous étions en fait dans une situation de méfiance, c'est-à-dire qu'on se méfiait toujours de la diaspora parce qu'on criait de l'autre côté de la Méditerranée dès qu'il se passe des problèmes dans nos pays, et tout de suite on était dans cette dynamique de critique et pas de construction. Et on voit bien que maintenant il y a un changement de paradigme parce que la diaspora devient aussi ce vrai levier de développement économique. Maintenant, je vais m'attarder sur quelles sont aujourd'hui l'envie de ces diasporas à rentrer. Les chiffres sont assez éloquents. Aujourd'hui, 70% des jeunes diplômés MBA, Master veulent retourner au pays. Les entreprises françaises aujourd'hui sont à 19%. Pardon ? Ah, c'est un téléphone. Les entreprises... C'est assez sympa comme sonnerie. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises françaises aujourd'hui, puisque c'est souvent ces entreprises que nous fréquentons dans le cadre professionnel, 79% veulent investir dans le capital humain diaspora. 86% de ces entreprises pensent que les diasporas représentent de vrais avantages, notamment en termes de compétences soft skills. Les soft skills, c'est toutes les compétences comportementales non professionnelles, c'est la connaissance de l'environnement, la connaissance de la culture. Donc pour elles, c'est un vrai levier quand elles arrivent au pays. Mais elles se rendent compte aussi qu'au pays, il y a des compétences. Et c'est ça que les diasporas doivent comprendre, mais je pense qu'elles ont changé un peu leur mentalité, se dire qu'on va arriver dans le pays comme un peu les seigneurs, on va sauver le monde, alors qu'en fait, à l'intérieur du pays, il y a effectivement de réelles compétences. Je le sais puisque c'est des gens que je recrute chez Grant Alexander. Alfred l'a rappelé tout à l'heure, qui est un cabinet de chasse de tête exécutive qui existe en France depuis 40 ans. Nous faisons partie du réseau Intersearch avec 500 consultants. Et moi, je gère le périmètre Afrique depuis 5 ans dans ce cabinet. Donc, je recrute beaucoup, notamment en Côte d'Ivoire et au Sénégal, Madagascar aussi, essentiellement dans les pays francophones. Mais j'ai aussi recruté dans les pays anglophones, notamment au Nigeria. Alors, qui sont ces diasporas? Quel est le robotype de cette diaspora qui a envie de partir? Pour cela, je vous renvoie à une étude du think tank
Diallo Telli, encore un Guinéen, voilà, là je fais un feu de chauvinisme. Donc Diallo Telli qui a dressé le portrait robot du diaspora type. Alors il a entre 30 et 35 ans, il a 3 et 10 ans d'expérience professionnelle, il est diplômé de grande école de master, il est en couple en général ou alors 1 ou 2 enfants et il a envie de s'installer dans un pays, 30% s'installent dans des pays francophones, parfois des pays où ils n'ont pas la nationalité. Donc vu ce souhait des entreprises d'embaucher, donc on voit bien que cette diaspora, elle change de mentalité, se dit bon, il va falloir que aussi je montre que je mette tous les atouts de mon côté parce que au pays il y a aussi de la concurrence. Pour l'attitude des entreprises françaises, quelle est-elle aujourd'hui? Il y a un phénomène qui est très net depuis une dizaine d'années, c'est qu'on assiste à une africanisation des boards. La fin de l'expatriation français, homme blanc, bon j'ai le droit de le dire parce que mon mari est blanc, donc on ne va pas me taxer, voilà. Donc ça c'est fini et c'est en train vraiment, ça va se terminer et c'est tant mieux aussi. Et les entreprises font cette africanisation au niveau de leur direction générale, CODIR, COMEX, hein, parce que déjà il y a les compétences nécessaires qui sont là et puis aussi elles font le choix, notamment pour les entreprises françaises, du pays. C'est-à-dire qu'elles viennent dans le pays, c'est pour investir, c'est pour développer, mais aussi elles font le choix des compétences locales. Donc ça c'est vraiment une réalité. Et par ailleurs, au niveau de cette africanisation des boards, on voit aussi que les compétences locales sont en train de prendre vraiment de l'ampleur. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je suis en train de rechercher par exemple un directeur général en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a été classée dans le rapport Ecofin comme le driver de l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a pas mal de gens qui veulent aller en Côte d'Ivoire et notamment au Sénégal aussi. Et ces entreprises donc se disent il y a ces compétences locales, mais il faut faire en sorte de les retenir parce que c'est ça aussi la grande difficulté. Il y a des compétences, mais elles sont pas assez nombreuses parce qu'on voit bien tout le défi qu'il y a aujourd'hui en Afrique, le défi de l'employabilité des jeunes, le défi, enfin à tous les niveaux. Je pense que les excellences qui l'ont rappelé tout à l'heure. Donc il va falloir donner du travail aux jeunes. Quand on sait que 20 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail et ils ne trouvent pas forcément de job hein, à la clé, sachant qu'il y a seulement 4 à 5 millions de travail disponibles. En 2050, on va aller à 50 millions. Donc ça va être c'est un vrai défi de l'employabilité des jeunes à tous les. Donc les compétences, il y a un vrai besoin de compétences. Souvent, donc je reviens au poste que je cherche. Donc je cherche un DG, d'ailleurs avis à la population, un directeur général pour une entreprise de la FinTech en Côte d'Ivoire. Donc là, je parle un peu trop, le timing, c'est bon pour le timing, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a un besoin urgent de compétences. Son Excellence l'a rappelé tout à l'heure. Moi, j'invite vraiment les gens de la diaspora à non, il faut rentrer, c'est vrai, mais tout le monde ne peut pas rentrer. Moi, ça fait 35 ans, je suis mariée à un Auvergnat, donc je ne sais pas s'il va me laisser partir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi faire le choix du management de transition. Chez Grant Alexander, on a à la fois le volet Executive Search, mais on a aussi le volet management de transition, qui est l'exécutif intérim. Pour ceux qui ne savent pas trop, qui s'y rentrent ou pas, vous pouvez expérimenter une expérience. Vous partez 5, 6 mois, voire même 18 mois. On appelle ça le management de transition dans une entreprise. Ça vous permet effectivement de voir votre adaptabilité au pays, de voir aussi si vous êtes prêt à vous installer, etc. Et je souhaiterais aussi que les pouvoirs publics encouragent ce statut pour leur diaspora, parce que c'est un statut qui est assez intéressant. Autre chose que j'appelle aussi de mes voeux, c'est d'avoir aussi au sein des chancelleries, avoir pourquoi pas des guichets dès le départ, c'est-à-dire à l'origine, d'écoute auprès des gens de la diaspora, pouvoir, Monsieur l'Excellence du Sénégal l'a rappelé, avoir ce réseau de compétences, mais aussi connaître les besoins des personnes déjà à l'origine avant de les orienter au pays. Pour terminer, je vais juste dire un mot sur la rétention des talents qui est très important. Face à cette guerre des talents, de compétences, de besoins de compétences, les entreprises usent de tous les stratagèmes pour retenir leurs candidats ou leurs salariés. Je citerai le cas de Orange qui a mis en place une académie de chair talent où elle envoie régulièrement des compétences, en fait des salariés dans d'autres pays, d'autres filiales Orange pour avoir de l'expérience et pour avoir ces échanges de best practice, etc. Enfin, et je pense que
ce qu'il faut retenir, c'est que, Monsieur l'Excellence du Sénégal l'a dit, c'est qu'il faut vraiment, les politiques publiques aujourd'hui, il y a certes des choses qui existent pour attirer, mais ils ont une vraie volonté, on le constate dans nos sujets de recrutement, ce besoin de retour des cerveaux à l'envers, que le président Nana Akufo, le président du Ghana, a appelé le brain drain reverse. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là qui est à encourager, mais il ne faut pas oublier que nous, diaspora, aujourd'hui, profitons de ces atouts que nous avons, c'est-à-dire cette connaissance de nos pays et de la France, pour vraiment raconter un nouveau narratif, pour vraiment raconter des choses positives entre la France et nos pays d'origine, parce qu'on ne peut pas se scinder. C'est des territoires que nous aimons, dans lesquels nous nous sommes installés, on a créé des vies de famille, donc à nous de jouer ce rôle-là auprès de nos pays d'accueil et auprès de nos pays d'origine. Voilà. Je suis désolée, j'ai été assez long. Je suis pas le modérateur, hein, donc. Je suis pas le modérateur, mais en même temps, on m'envoie des questions. Alors donc, il y aura des questions qu'il faut me poser, mais à vous de poursuivre. Je sais pas. Entendez, ouais, là c'est bon. Déjà, merci beaucoup ma chère Kadia. C'est un plaisir de voir aussi une femme inspirante et une femme africaine qui représente dignement les femmes africaines que nous sommes. Merci aussi pour tes pensées, pour mon peuple marocain, pour mes frères et sœurs marocains qui ont vécu ces derniers temps des moments un petit peu douloureux. Permettez-moi de vous rappeler l'histoire, un petit rappel de l'histoire du Maroc et surtout le lien indéfectible de la diaspora marocaine envers le pays, envers le royaume, envers le peuple et envers le roi. C'est vrai que la diaspora a un lien et un attachement unique, la diaspora marocaine, envers la nation, et la preuve en est l'actualité, tout simplement. On est solidaire dans les moments joyeux, comme dans les moments difficiles. Et la diaspora, elle est impliquée autant que Marocains du monde dans tout ce qui se passe au Maroc. Sa Majesté le Roi l'a bien mentionné, notamment à travers plusieurs discours sur l'importance de la diaspora marocaine et sur l'importance de l'implication de l'implication et de la participation de cette diaspora dans le rayonnement du Maroc au niveau national, mais comme au niveau international. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place, qui commencent maintenant même à dater, des dispositifs qui ont été mis en place depuis les années 90, et notamment à travers la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. Il y a eu aussi la création du Conseil CCME, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger en 2007, qui est présidé par Sidri Yazami. Donc le Maroc a toujours mis en avant la diaspora marocaine qui joue un rôle clé dans le développement et le rayonnement de notre royaume. Mais il y a aussi d'autres dispositifs qui ont été mis en place depuis, et notamment des facilités. Moi, je vais remettre ma casquette plus entrepreneur et je vais parler plus de fiscalité. Donc, notamment à travers l'accompagnement des entrepreneurs avec une fiscalité qui est plus avantageuse quand on est entrepreneur au Maroc, et aussi avec beaucoup de dispositifs d'accompagnement de ces entrepreneurs de la diaspora. Donc, je vais parler un petit peu aussi de notre rôle autant que Maroc Entrepreneur, un réseau qui existe maintenant depuis 25 ans et qui est là pour aider les Marocains du cœur, les Marocains du monde, pour entreprendre au Maroc. Donc, on existe depuis 25 ans, on crée beaucoup d'événements pour animer l'écosystème entrepreneurial au Maroc. Et Maroc Entrepreneur est actuellement le plus grand réseau d'entrepreneurs et de cadres dirigeants marocains à l'étranger. Donc il y a beaucoup de choses qui se développent, il y a un écosystème qui est très émergent au Maroc, et on peut dire maintenant que le Maroc est un terreau fertile pour l'entrepreneuriat en Afrique en général,
Et on est convaincu qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, et les meilleures collaborations qu'on voit, c'est les collaborations sud-sud, et qui aident beaucoup le développement de notre continent. Néanmoins, il reste quand même des choses à développer, parce qu'il y a eu la digitalisation de l'administration et des procédures administratives au Maroc, mais il reste quand même des choses à travailler ensemble et à travailler un peu plus, et notamment la problématique de tous les entrepreneurs du monde, pas que les Marocains ou les Africains, mais tous les entrepreneurs, c'est le financement. Pour être financé, c'est très compliqué, c'est pas aussi simple, ni en Europe, ni en Afrique, ni ailleurs. Et je pense qu'il y a vraiment un travail de fond à mettre en place, notamment par nos banques marocaines, par les institutions, même s'il y a des institutions comme Tamoulkoum, qui est un partenaire aussi de Maroc Entrepreneur et qui fait beaucoup de choses localement, mais c'est vrai que pour investir sur des entreprises qui sont montées par des gens de la diaspora, ça reste quand même un petit peu plus compliqué. Il y a le financement, mais il y a aussi l'adaptabilité de l'administration, parce qu'on est Marocain du monde. Qui dit Marocain du monde, donc une diversité culturelle, une richesse culturelle et une double culture qu'on doit vraiment mettre en avant, et dont l'administration marocaine doit aussi s'adapter à ce Marocain du monde, un entrepreneur qui vient avec une mentalité, on va dire, plus française, et un autre avec une mentalité un peu plus américaine. Et c'est vrai que c'est un défi, parce qu'on l'a vécu même au sein de Maroc Entrepreneur. On a eu l'occasion d'accompagner un projet avec 3 porteurs qui vivent dans 3 continents, un en Europe, un aux Émirats et un aux États-Unis. Et réellement, c'était un vrai défi déjà pour nous, qui ont une mentalité marocain du monde et une mentalité, on va dire, un peu plus diaspora. Donc ça sera vraiment un défi aussi pour l'administration marocaine pour s'adapter à cette richesse et adapter l'administration et les procédures administratives. Donc c'est un peu ce qu'on fait au sein de l'association. Il y a beaucoup de choses qui se font, et vraiment je suis très ravie d'être parmi vous et de voir aussi des success stories, on va dire, de femmes africaines et d'hommes aussi africains. Donc c'est un peu ce qu'on fait au sein de l'association. Donc si vous connaissez des entrepreneurs qui ont envie de rentrer au Maroc, qui ont envie de découvrir le Maroc, parce qu'on n'est pas qu'une association qui vise seulement la diaspora, on vise aussi les Marocains du cœur, et les Marocains du cœur, ils sont nombreux. Donc c'est aussi toute personne qui désire s'installer et investir au Maroc. Vous êtes les bienvenus. On est un peu comme un guichet unique, parce que c'est vrai ce qu'il a dit mon cher Alfred tout à l'heure, l'association et le réseau Maroc Entrepreneur existe maintenant depuis 25 ans, donc c'est un peu comme une institution. Et on représente aussi on est un peu porte-parole aussi des institutions qui accompagnent ces entrepreneurs, les CIRI, les centres régionaux d'investissement au Maroc, les institutions comme Tamoulkoum qui financent aussi en partie de l'entrepreneuriat, l'AMDI, l'Agence marocaine de développement et d'investissement à l'étranger. Donc on est là pour aider, on est là pour accompagner, et on sera vraiment heureux de le faire. Donc je passe la parole à mon collègue à côté. Je parle fort. Non, ça marche plus. Bon. Ah, faut éteindre. Écoutez, merci beaucoup. Je suis très heureux, tout particulièrement heureux d'arriver en fin de parcours, parce que ça me permet d'assurer la complémentarité des interventions, et donc d'adapter la mienne aux celles qui viennent d'avoir lieu, mais ce qui est assez simple. Alors rassurez-vous, tout d'abord, je ne vais pas vous raconter l'histoire enchantée de la CPCCAF, CPCCAF qui est la conférence permanente des chambres consulaires et organisations intermédiaires africaines et francophones. Dès que je vous ai dit ça, vous avez compris à quel point ça peut être compliqué. Nous avons 50 ans.
Nous venons fêter nos 50 ans au Bénin. Albin était là parmi les intervenants à Cotonou. Et juste pour dire que notre intervention à CPCCAF repose sur 2 maîtres mots. Le premier mot, c'est le compagnonnage, c'est-à-dire la coopération, la coopération qui existe entre organisations intermédiaires, chambres consulaires ou organisations intermédiaires, pour assurer le renforcement des capacités de ces organisations, pour que ces organisations puissent mieux servir les entreprises. Et le deuxième maître mot, c'est le couplage, c'est le renforcement et la mise à niveau entre entrepreneurs, pour que ces entrepreneurs puissent aussi se progresser et conclure des partenariats harmonieux et équilibrés. Le couplage, c'est ce que l'on souhaite, c'est très ardemment, c'est ce qu'on souhaite que des entreprises africaines, des entreprises françaises, francophones, travaillent avec une notion de co-investissement, co-innovation, coproduction. Quand je vous ai dit ça, je vous ai dit les deux maîtres mots de la CPCCAF. Mais vous pourrez bien entendu me poser des questions par la suite. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que avec l'Afrique, il y a la relation est ancienne pour ce qui concerne la CPCCAF, et finalement on ne partage pas aujourd'hui que la chaleur et aussi la dingue, puisque la dingue vient d'arriver à Paris, mais on partage aussi beaucoup de projets en commun. Et la diaspora, c'est un projet en commun qui est intéressant et important, mais j'avoue que c'est un projet sur lequel, au sein de la CPCCAF, nous avons pu évoluer. Vous m'auriez parlé de la question de la diaspora il y a 5-6 ans, j'aurais dit « Oh là là, c'est super touchy, c'est super touchy ». On va se tenir à distance de ce sujet qui est éminemment politique. Et qui le reste très certainement. Le nombre de rapports parlementaires sur le sujet le démontre. C'est un sujet très politique. D'ailleurs, nos actions, et je vais parler de la dernière action principale que nous avons menée dans le cadre du projet Archipelago, qui est un programme qui a été mis en œuvre dans 9 pays de la région du Sahel et la région du lac Tchad, 9 sur 12, mais 9 sur 20 projets. Il y avait 4 projets au Sénégal, 2 projets en Côte d'Ivoire, et puis je passe le détail des autres projets, il n'y en avait pas en Guinée justement. Parce qu'ils n'ont pas formulé de bons projets. Et qui a permis, en bout de compte, c'est un dispositif de formation professionnelle et entrepreneuriale, parce que l'idée c'est de faire en sorte de développer des emplois, développer des entreprises dans les pays pour éviter que les gens partent et empruntent des pirogues et traversent dans des conditions malheureuses la Méditerranée quand ce n'est pas l'océan Atlantique. Et finalement, nous avons, au bout de ce programme qui a duré 4 ans, formé 7000 jeunes qui sont insérés dans l'activité économique et aussi assuré le renforcement de compétences de 3000 entrepreneurs. Donc, en effet, on a assuré le développement du secteur privé des entreprises, parce que le secteur privé des entreprises, c'est le pilier du développement économique en Afrique. Moi, je crois très, très sincèrement qu'il faut faire en sorte que le secteur privé des entreprises puisse se développer le mieux possible pour soutenir le développement africain. Mais depuis lors, notre position a un tout petit peu évolué sur la question de la diaspora. Non pas, c'est pas une révolution copernicienne, mais je pense qu'il faut associer les diasporas. Alors, je dis les diasporas parce que la diaspora c'est toujours compliqué. J'ai l'impression qu'il y en a 250 en France, dont 50 camerounaises, parlons des diasporas, comme on dit les Afriques, et ce n'est pas exactement le même point de vue que j'ai avec Kadia. Je pense qu'on a deux approches totalement différentes. On n'est pas dans une logique de repatriation ou de retour au pays. On est dans une logique où la diaspora peut aider les jeunes Africains à se monter en compétences. Je m'explique. Nous avons un programme qui s'appelle REVMA. Alors REVMA en grec, ça veut dire le courant. Donc vous comprenez qu'il y a un courant entre l'Afrique et la France. Et c'est un programme un projet pour l'instant, qui vise à faciliter la mobilité internationale des jeunes entrepreneurs innovants via l'immersion en France ou au Québec, comme tu l'as évoqué en effet, Alfred, dans des entreprises et des entreprises de la diaspora. Parce que ici,
il y a des cerveaux, il y a des gens qui sont diplômés, mais il y a surtout des entrepreneurs de la diaspora. J'ai rencontré, grâce à mon ami Zoubir Rabia au fond, des clubs d'entrepreneurs de la diaspora qui sont impressionnants. Moi j'ai vu le club burundais, j'ai vu les Friends of Nigeria, il y a les amis de RDC, il y a les Maliens. Alors les Maliens c'est aussi très structuré, c'est tout à fait autre chose, mais c'est vraiment très très structuré les Maliens, c'est très bien organisé. Mais l'idée c'est de se servir des entrepreneurs de diaspora pour le développement de ces jeunes entrepreneurs ou entrepreneurs africains qui viendraient en immersion en France ou au Québec et qui pourraient ainsi améliorer leurs compétences et y compris en termes managériels pour qu'ils puissent après revenir dans leur pays avec des compétences augmentées. Et vraiment, je pense que nous devons nous fonder sur les réseaux d'entrepreneurs constitués par les clubs d'entrepreneurs des diasporas, j'en ai cité 3 ou 4, et faire en sorte que cet accueil des entrepreneurs africains par des gens des diasporas pourrait, à 2 aspects aussi. Un, leur faciliter l'accès à une carrière internationale aussi, leur ouvrir l'international. C'est-à-dire permettre à des Africains de s'ouvrir, les jeunes entrepreneurs africains, de s'ouvrir à l'international. Après, grâce à via ces diasporas, permettre à ces entrepreneurs africains qui viennent en France d'établir des contacts. C'est-à-dire se dire, ben voilà, tiens, je pourrais faire tel ou tel projet d'entreprise et puis développer tel ou tel projet d'entreprise avec tel ou tel entrepreneur en France, etc. Et puis, moi je pense, et là je reviens à l'aspect politique de la diaspora, c'est que les diasporas ont un rôle éminent et essentiel à faire et à mener, c'est pour impliquer les pouvoirs publics, nationaux et locaux, dans les actions de développement entre les diasporas et les communautés locales en Afrique, mais vis-à-vis de l'Afrique. Moi, je crois beaucoup en tout cela et tout ce que je viens de dire, et je peux vous dire que nous allons développer, avec nos amis de la Société d'encouragement pour la promotion de l'industrie nationale, un programme on va redévelopper plutôt, un programme qui s'appelle Francophile, Franco-Film, qui se traduit par un concours tous les 2 ans, etc. Mais ce programme va être réorienté vers l'idée de favoriser les couplages permettant de développer des entreprises à impact positif en Afrique et fondées sur notamment les diasporas. Voilà, j'ai été un peu désordonné, mais bon, c'est très clair. J'avais plein de choses à dire rigolotes, mais n'hésitez pas à poser des questions, j'aurai plaisir à vous répondre. Vous m'entendez? Oh, Denis, mais le désordre, c'est le vivant. L'ordre n'est qu'une partie du désordre. C'est le courant du vivant. Il est spécialiste des appellations archipélagos qu'on a parlé. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire le rassemblement d'îles. Oh, j'ai dû m'absenter, pardon, pour des questions importantes. Demander à Zéphine si tu as parlé. Non. Non. Et à Cadia, est-ce que tu as parlé de ton association? Non. Donc, Zéphine, après Cadia, et après on revient à nos amis ambassadeurs. Alors, Tremplin Marac est un programme et un des premiers programmes aussi d'incubation qui a été mis en place par Maroc Entrepreneur. Maintenant, on est à notre 16e édition. Il y a le lancement, le kick-off ce samedi pour la 16e édition. C'est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs de la diaspora, mais tout entrepreneur qui souhaite investir et rentrer au Maroc. C'est un programme où il y a vraiment un accompagnement, on va dire, théorique dans tout ce qui est construction du business plan, l'étude de marché. Et c'est vrai que c'est très dur de faire une étude de marché quand on ne vit pas dans le pays et quand on ne connaît pas aussi très bien le pays. Donc c'est aussi le rôle de Tremplin. Et il a un deuxième rôle, c'est surtout la mise en relation, et la mise en relation avec les partenaires et les partenaires institutionnels qui permettent d'accompagner par la suite
les lauréats et les entrepreneurs qui passent par Tremplin Maroc. Tremplin Maroc, il est à sa 16e édition parce que c'est un programme qui est déjà basé sur du bénévolat. Il dépend pas d'un financement spécifique, il dépend de cadres, d'entrepreneurs des Marocains du monde qui souhaitent aider à distance leur pays et qui se sont posés à l'époque la question. C'est pas moi qui a lancé le programme, mais c'était par mes prédécesseurs bien longtemps et qui se sont posé la question comment on peut aider nous entrepreneurs diaspora marocaine, comment on peut aider notre Maroc, comment on peut aider les gens qui sont un peu plus motivés que nous et qui ont envie de partir, de prendre leur sac à dos et de partir s'installer au Maroc. Donc c'est comme ça l'idée qui a été née et surtout on est très fiers qu'on est à notre 16e édition et on aimerait bien que ça longue vie à Tremplin Maroc parce que c'est le cœur de Tremplin, c'est le cœur de Maroc Entrepreneur et on a eu l'occasion aussi d'être partenaire à part notre programme d'accompagnement, on était partenaire de Meet Africa pour le lancement du programme et c'est vrai que ça nous a permis aussi de créer une synergie entre c'est dommage de faire nord-sud-sud mais c'était intéressant la démarche quand même parce que ça nous a permis aussi de connaître des tremplins Maroc de d'autres pays voisins et amis et c'est aussi il y a vraiment je pense que c'est pas quelque chose de nouveau ce que je vais dire mais l'avenir est dans l'Afrique, l'avenir est dans les mains des Africains et l'avenir et surtout entre la synergie et travaillant tous ensemble pour développer notre continent. Donc très rapidement, je crois que c'est bon, voilà, c'est bon. Oui, alors bravo pour le tremplin. En fait, Denis, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, je pense que tu vas pas écouter. C'est que effectivement, c'est que quand on regarde le rapport de l'AFD de 2019, c'est que 70% des jeunes diplômés veulent rentrer. Alors après, est-ce qu'ils font l'initiative ou pas, mais ils ont vraiment ce désir de rentrer. Et en France, nous avons, en fait là je vais parler, c'est pas vraiment une association, c'est un club d'affaires en fait, qui s'appelle le Club des diasporas africaines de France et des Amis de l'Afrique. C'est un club qui réunit des entrepreneurs de toute l'Afrique en fait. Il y a beaucoup plus d'Africains francophones, on a deux Nigérianes, et c'est une communauté donc d'entrepreneurs qui se veut impacter, on va dire, le territoire national français et en même temps apporter leur pierre à l'édifice à l'Afrique, avec nos propres moyens, avec nos possibilités, etc. Donc c'est un club qui se réunit une fois par an. On est accompagné d'ailleurs sur ce projet par le groupe Orange. On réalise des after-work autour d'entrepreneurs pour réseauter. Donc c'est une plateforme d'échange pour partager des bonnes pratiques, pour se donner des idées et puis pour exploiter nos différents réseaux. Et l'idée, c'est aussi nous connecter à d'autres réseaux, parce qu'il y a aujourd'hui dans la diaspora beaucoup qui entreprennent, ils ont leur travail professionnel, mais aussi ils entreprennent, mais ils n'ont pas forcément parfois les bons réseaux. Ils n'ont pas aujourd'hui aussi parfois accès au financement. L'idée, c'est de dire on se met ensemble, on se met en communion et puis on essaye d'avancer ensemble. Nous avons, avec d'autres amis, nous avons organisé le 5 juillet, par exemple, la journée internationale de la femme africaine qui est normalement célébrée le 31, qui est l'initiative de Awa Keita, donc qui est une pionnière, paix à son âme. Et on était 3 africaines, maliennes, guinéennes et puis une afrodescendante. Et nous avons organisé cet événement à l'UNESCO. On a été sponsorisé par Orange, par le groupe Ecobank, par d'autres sociétés comme Rio Tinto ou Vinci. Les sponsors, on les a trouvés nous-mêmes. Donc c'est aussi pour appuyer aussi l'initiative privée, pour dire il ne faut pas toujours attendre des pouvoirs publics parce qu'ils ont déjà tellement à faire, à la fois ici en Afrique. C'est de dire, nous aussi on est là, on peut vous aider. On peut, de par nos initiatives,
initiative, de par nos courages et de par notre implication sur le territoire de la République, parce qu'on le connaît, et puis certains ont des réseaux un peu plus puissants que d'autres, eh ben on va s'entraider ensemble avec nos amis de l'Afrique. Les amis de l'Afrique, c'est pas que des Africains, c'est des Européens, c'est des Américains, etc. Et on a été soutenu par un membre de la diaspora qui est d'origine sénégalaise, ça va vous faire plaisir, Excellence, qui est Momar Mbaye, qui est l'un des rares Africains d'origine à avoir levé 6 millions d'euros pour accélérer son entreprise. Donc c'est un exemple, il est membre de notre réseau, et surtout le dernier dîner, il est venu témoigner, et d'avoir ces rôles modèles aussi, ça nous inspire et ça nous encourage et à avancer. Et à avancer avec les Africains ici, mais aussi avec nos amis ailleurs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir le président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, Albin Félio, qui était d'ailleurs à la conférence où j'ai eu la joie de participer à Cotonou, qui nous encourage aussi, c'est-à-dire aussi en Afrique, il y a des groupements d'employeurs qui voient ce que nous faisons sur le terrain, qui nous disent, ah ben tiens, si vous voulez faire une conférence à Cotonou, etc., on est là, ils nous facilitent la logistique, donc ça aussi, c'est aussi une manière de dire, c'est sûr qu'on ne veut pas tous rentrer, mais déjà ici, ce qu'on peut faire, c'est aussi compter et vous aider, vous qui êtes là-bas, voilà, au pays. J'en terminerai pour dire qu'on se réunit le 29 septembre, donc dans le 18e à la Maison Muller, et en novembre, avec une amie sénégalaise, nous organisons une conférence autour de la gouvernance et des femmes impliquées en politique. Et donc, j'espère que nous aurons Orange. D'ailleurs, Bruno, j'espère que tu seras avec nous. Je lance un appel généreux. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, voilà, suivez-nous. On est sur les réseaux sociaux et j'espère qu'on ira loin avec vous. Merci. Non? Oui. Ne bougez pas parce qu'on vous a piqué vos places. Restez là. Mais on va demander à leurs excellences d'abord, Magatsai, de faire la deuxième mi-temps. Je sais que vous n'avez pas tout dit tout à l'heure. Et ensuite, ce sera notre ami, l'ambassadeur Maurice Bandama qui fera son... Lui aussi, il a des choses à dire sur l'appel à la diaspora, justement. Peut-être en termes de conclusion de cette rencontre, des questions-réponses, il est d'usage, nous ne l'avons pas parce que vous allez pouvoir les poser pendant le cocktail. Voilà. En termes de deuxième mi-temps, je vais dire, bon, fin de match pour moi, plutôt. Fin de match pour remercier d'abord mes deux sœurs. Bon, Denis, je le remercie tout le temps, donc c'est bon. Aujourd'hui, je fais l'impasse. mais remercier mes deux sœurs pour justement ce que nous avons entendu et qui est très inspirant. Je prendrai peut-être un proverbe de chez nous, du Sénégal. On dit que entre celui qui cherche un gîte et celui qui a peur de dormir tout seul, en principe, il ne doit pas se quereller qui doit fermer la porte. Et vous avez raison, ce mouvement, nous le notons, cette volonté des jeunes Africains en général de repartir vers le continent pour aider le continent aussi à se développer. Et ça, c'est extrêmement important qu'au niveau de nos gouvernements, qu'on mette en place toutes les dispositions d'accompagnement, tous les mécanismes qu'il faut pour les accompagner, pour les soutenir, pour les encourager. Les conditions de vie peuvent être différentes. Les conditions salariales, vous qui recrutez, peuvent être différentes, mais je crois qu'il nous faut faire ces sacrifices, il nous faut faire ces efforts-là, si nous voulons aussi que l'Afrique fasse le catch-up indispensable. L'Afrique, ce n'est pas le continent de l'avenir, c'est le continent du présent. C'est là, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que ça se joue. La jeunesse, ce n'est pas l'avenir, c'est là, c'est maintenant que ça se joue. Il faut s'y mettre dès maintenant. Nous avons les capacités, c'est le continent des possibles. Aujourd'hui, on parle de changement climatique, on parle d'énergie renouvelable. Le continent africain, c'est du soleil 365 jours. Donc, c'est les opportunités. Le continent africain, c'est 30 millions de kilomètres carrés. C'est les terres arables. Aujourd'hui, avec la crise alimentaire que nous vivons, l'avenir, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui que ça se joue. Et il faut encourager justement cette diaspora-là à venir travailler en Afrique, à venir accompagner ce qui se fait en Afrique. Vous avez raison, moi je le dis souvent à mes compatriotes, attention, il ne faut pas venir aussi vers le continent
avec cette approche condescendante. Bon, mais écoutez, vous ne savez rien, ben attendez, mettez-vous là, ben on va régler le problème. Non, c'est pas ça. Il y a des gens qui sont sur le continent, qui y travaillent, qui permettent tant bien que mal que des routes soient construites, qui permettent tant bien que mal que des hôpitaux, que des écoles soient construites. Il faut venir les accompagner. Il faut venir essayer d'améliorer la méthode de travail. Il faut venir essayer d'améliorer des fois la gouvernance. Et c'est comme ça qu'on permettra au continent africain d'avancer. Ces réseaux, ma sœur marocaine, vous avez raison, c'est extrêmement important. Nous en avons du côté sénégalais l'espace Diapo, ça s'appelle. C'est des entrepreneurs sénégalais, autour de milliers qui sont là. Et je leur dis, c'est extrêmement important, le rôle de tutoring, d'accompagnement. Et c'est ça qui permet aussi d'impulser une dynamique nouvelle au niveau du continent. Donc, merci pour ces remarques que vous avez faites toutes les deux, inspirantes. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Merci à mes sœurs, surtout les jeunes, oui, mais les femmes aussi, qui doivent jouer un rôle primordial pour le retour et pour le développement du continent. Merci Denis, je ne t'oublie pas. J'ai introduit mon frère. Merci, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, cher frère. À votre suite, je veux remercier Madame Kadia Silla et Madame Zineb Hakim et naturellement M. Denis Deschamps pour leur contribution. Je ne dirai pas autre chose que ce que j'ai déjà dit pour dire que nos cadres de la diaspora trouvent la place dans nos pays. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a lancé un appel à nos compatriotes de la diaspora pour qu'ils viennent prendre leur place dans le développement et la relance de l'économie ivoirienne. Certains ont répondu en acceptant des postes, en abandonnant des positions, par exemple au centre d'informatique de Côte d'Ivoire qui travaille vraiment à implémenter la révolution numérique en Côte d'Ivoire, un cadre ivoirien qui vivait au Canada, qui avait 30 000 dollars par mois, a accepté de rentrer en Côte d'Ivoire pour prendre 10 000 dollars. Il dit qu'il est tout à fait honoré, motivé de voir que son pays a besoin de lui et qu'il peut donner toute l'expérience, l'expertise dont il est doté en poussant 3 fois moins. Donc il abandonne 30 000 dollars par mois pour venir prendre 10 000 dollars. Le directeur général de la RTI, M. Bakayoko, c'est un ancien de Polytechnique, il travaillait ici à Canal Horizon, il avait un grand poste ici, mais il a abandonné pour être directeur général de la RTI. Ils sont nombreux comme ça, des hauts cadres de la diaspora, qui ont accepté de rentrer au pays. L'actuel directeur général de l'Institut national Philippe Soboyi, de Yamoussoukro, qui est vraiment le centre polytechnique de la Côte d'Ivoire, où on forme des ingénieurs de haut niveau. Polytechnique forme déjà en prépa, et déjà de prépa, la prépa en Côte d'Ivoire, il gagne ça devient des concours aussi de Polytechnique de HEC. C'est un ancien diaspora, Dr Diaby, qui a accepté d'aller diriger cette école. C'est dire que nous avons de nombreux Ivoiriens qui acceptent de rentrer et d'aller accepter des postes et de toucher moins et d'apporter leur expertise à leur pays. Donc, l'environnement existe. Le CPC, qui est le centre de la promotion des entreprises en Côte d'Ivoire, accompagne, encadre, fait du tutoring pour aider les jeunes, aussi bien les locaux que ceux de la diaspora qui rentrent. J'ai parlé tout à l'heure du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune qui a un guichet emploi jeune. Emploi jeune donne des subventions, donne l'encadrement technique, donne l'accompagnement pour aider aussi bien les jeunes ivoiriens que les jeunes de diaspora à créer des entreprises. Aujourd'hui, l'ambition de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de développer l'entrepreneuriat jeune, l'entrepreneuriat féminin. C'est de faire en sorte qu'il y ait moins de fonctionnaires, parce que pour un concours, la fonction publique, pour 200 places, vous avez 10 000, 50 000 candidats. On ne peut pas donner
de l'emploi, de la fonction publique, alors qu'il y a des secteurs à développer. Pour finir, je veux féliciter la dame parce que on a des expériences de dames qui font rentrer des Ivoiriens ou des Africains. C'est pour présenter, mais j'ai des exemples récents. Un jeune cadre ivoirien qui travaille ici en France, à Thalès, à l'OTAN, vraiment un expert de haut niveau. Son épouse est rentrée au pays pour les vacances avec leur bébé. Elle a trouvé une opportunité, elle a pris son mari, elle dit je ne rentre plus. Écoute, moi je reste avec l'enfant, je ne rentre plus. Je me suis dit mais comment je fais? Il a abandonné Thalès et l'OTAN est venu me voir et il est aujourd'hui au Bénin. Le Bénin, c'est le bureau d'études et de développement et technique. C'est vraiment le hub de l'expertise des grands, des urbanistes, des ingénieurs, des architectes, ceux qui vraiment développent la Côte d'Ivoire. Il est rentré pour toucher 3 fois moins qu'à Paris, mais bon, sa femme est rentrée avec le bébé. À Abidjan, on dit Abidjan est risqué. Vous laissez votre femme là-bas, une femme, bon, ben, les églises disent l'Abidjan est risqué. Et il a trouvé un travail, il est parti. Donc vous, madame, si vous rentrez, vous ferez rentrer d'autres personnes. Hein. J'ai une nièce, bon, c'est pour terminer vraiment en humour, hein. Nous les Ivoiriens, on aime bien nous amuser. Hein. Alors, j'ai une nièce, et là, c'est des histoires authentiques. Hein. Elle est de la diaspora, elle rentre en vacances à Abidjan. Un jeune homme aussi, il n'est pas de la Côte d'Ivoire. Ils se rencontrent dans le salon d'honneur VIP de Air France. Alors, vous parlez où? Non, je suis ivoirienne, je rentre en Côte d'Ivoire pour les vacances. Bon, il allait, je pense, au Congo ou au Gabon, il a changé de destination. Il dit non, moi je rentre en Côte d'Ivoire. Voilà. Je rentre en Côte d'Ivoire, il a renoncé à son voyage au Gabon ou bien au Congo, je ne dirais pas le pays exactement, hein, mais en tout cas en Afrique centrale. Hein, il a renoncé à son billet d'avion et il a tout fait pour trouver une place sur Air France. Il est rentré avec ma nièce, ils se sont mariés et ils ont créé une entreprise en Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Donc les femmes sont des produits d'appel. Si vous rentrez en Guinée, madame, hein, vous ferez rentrer d'autres personnes en Guinée. Et on a besoin de vous pour tirer des personnes vers nos pays. Je vous remercie. Voilà. Voilà. Bon, c'est une belle histoire et moi je suggère à tous ceux qui ont des nièces à marier de laisser leurs coordonnées et on verra en Côte d'Ivoire avec plaisir. Bon, en fait, j'ai entendu des mots qui m'ont beaucoup plu parce que évidemment je réagis toujours comme un senior journaliste que je suis. L'Afrique c'est aujourd'hui, oui, parce qu'on avait pris l'habitude de dire l'Afrique c'est demain, mais la jeunesse elle est là, elle pousse, c'est aujourd'hui bien sûr. Et aussi, à vous écouter tous, moi, ce qui m'a touché, c'est la puissance du désir que vous exprimez pour que les choses avancent avec l'Afrique, pour l'Afrique. Donc, je suis ravi de cette rencontre, de ces retrouvailles d'automne, mais lumineuses. Voilà. Je voudrais aussi dire aux personnes qui ont des idées de conférences, de sujets, qu'on pourrait faire, de se manifester, hein, c'est pas une chasse gardée, au contraire, c'est une auberge espagnole, si j'ose dire. Moi, par exemple, je pense à un sujet, bon, évidemment, il y a la créativité, l'innovation en Afrique, bon, il y a aussi l'Afrique de l'espace, parce que, on ne le sait pas, mais il y a quand même 48 ou 52 satellites africains en orbite. Donc, comment ça se passe, comment on fait, avec qui coopèrent les Africains Il y a l'Afrique du nucléaire aussi, qui est une source d'énergie qui mériterait d'être traitée. Peut-être aussi vous avez des idées, donc moi je suis là, vous pouvez m'en parler si vous voulez. Voilà, j'ai grappillé quelques minutes de papotage parce que ils sont en train de terminer l'installation du cocktail à l'étage au-dessus. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés et ne bougez surtout pas. On va faire la photo du panel. La photo de famille du panel, et si vous bougez, ça va être une pagaille sans nom. Donc, Adi, où es-tu? Adi, c'est le photographe, enfin son fils, parce que... oui, ben, je ne sais pas ton prénom en fait. Alors, tu prends tes marques, et moi je demande à leurs excellences, panélistes ou pas, de venir pour la photo de famille. Ici. Venez.
photo suivante, d'accord. C'est bon? C'est bon, c'est bon. تعال يا سعد تفضل اطلع اطلع اطلع. On va un peu pousser. Voilà. Pour laisser l'Arabie Saoudite ici. On va baisser les épaules. Ouais, on peut.